Tout d'abord, je voulais remercier Isabelle Aknin pour son invitation et la féliciter pour l'organisation de ce congrès qui est toujours très bien organisé et de très haute qualité. Donc moi, je vais vous parler effectivement de la dégénérescence maculaire exsudative et sur ses aspects de réfractaire. Comme tout le monde le sait ici dans la salle, depuis l'avènement des anti-VEGF en 2007, la cécité a permis dans les pays industrialisés de diminuer de moitié. Mais malgré ça, quelle que soit la molécule que l'on utilise, quelles que soient les études qui se rapportent à ces molécules-là, on retrouve entre 30 et 50% des patients qui restent exsudatifs et qui nécessitent encore beaucoup d'injections. Comment pouvons-nous définir en fait ces patients que l'on peut dire réfractaires? La première chose, cette étude s'est penchée sur deux critères essentiellement. Un critère fonctionnel, où les patients réfractaires sont désignés comme des patients qui vont perdre de l'acuité visuelle, une ligne, 5 lettres, ou des données anatomiques en termes d'OCT. Ce seront des patients qui vont être partiellement ou pas du tout répondeurs en termes d'exsudation. Et finalement, le nombre d'injections intravitréennes n'était pas un critère dans cette étude, mais on peut très bien penser qu'un patient qui doit avoir des injections toutes les 4 à 6 semaines pourrait être considéré comme un patient réfractaire, tout du moins en termes de répercussions sur sa qualité de vie et le nombre de consultations que va générer sa pathologie. Maintenant qu'on a vu quels étaient les patients réfractaires, quels sont les liquides qu'il faut bien avoir à l'esprit à ne pas traiter, parce que ces patients réfractaires-là, de temps en temps, sont des patients qui ne sont pas réfractaires, mais qui ont des liquides qui ne sont pas à traiter. Vous avez ces kystes dégénératifs de la rétine externe qui, comme on le sait, ne sont pas à traiter car ils sont plutôt marqueurs d'une dégénérescence de la rétine. Ils ont été décrits par l'équipe du professeur Tadayoni et à l'American Academy, il y a quelques semaines, David Saraf a présenté aussi d'autres liquides, notamment ces liquides ces lésions hypodenses que l'on voit, hyporéflectives que l'on voit à l'OCT, au sommet des DEP, notamment sur des DEP, de gros DEP qui sont en train de s'affaisser. Et ces zones apparaissent au moment de l'affaissement du DEP, et au moment où le DEP disparaît, on a une atrophie. De même, ces lésions-là ne sont pas à traiter. Et également, il a décrit des zones de hyporéflectives autour des DEP qui persistent malgré les injections intravitréennes. Et lorsqu'il arrête les injections intravitréennes, elles persistent, mais n'ont pas de répercussion sur l'acuité visuelle. Et à terme, on peut voir que ces zones disparaissent. Donc voilà les signes qu'il ne faut pas traiter. Et du coup, ce ne sont pas des patients qui sont dits réfractaires. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un patient réfractaire, quels sont les liquides qui sont à traiter, comment on va pouvoir leur traiter, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Tout d'abord, on peut leur proposer en fait une augmentation des doses. Ça a été étudié dans différentes études chez ces patients réfractaires, notamment avec le ranibizumab, où cette étude SAVE a analysé une dose 4 fois plus importante que celle qu'on utilise d'habitude chez des patients qui avaient nécessité une injection mensuelle, quasiment, pendant 2 ans. Et cela a montré que chez ces patients-là, on pouvait gagner 2 injections sur les 2 ans qui suivent. Donc finalement, c'est peut-être pas très intéressant d'augmenter les doses avec un résultat fonctionnel qui reste cliniquement peu significatif. Avec la Filbercept, ça a été également analysé chez des patients qui nécessitaient des injections toutes les 8 semaines. Donc à l'époque, c'était le rythme que l'on se limitait, en augmentant à la fois les doses, en passant à du 4 mg, c'était du 2 mg, je vous rappelle, la Filbercept, donc en multipliant par 2 les doses, mais également les intervalles en les diminuant par 2. En passant à une injection toutes les 4 semaines. Et sur 12 mois, c'était des patients qui n'avait pas de gain en termes d'acuité visuelle. On voit que l'acuité visuelle reste parfaitement stable et il a même été rapporté chez certains patients qu'on pouvait avoir une augmentation de l'atrophie géographique. Donc finalement, peut-être que l'augmentation des doses n'est pas forcément la bonne solution. On peut diminuer les intervalles. Pourquoi pas diminuer en dessous de 4 semaines? Ça a été proposé car une étude qui faisait des OCT toutes les semaines chez des patients qui récidivaient régulièrement, a permis de mettre en évidence que lorsqu'on arrivait à 2 semaines, chez ces patients-là, donc qui étaient déjà traités en carré, on avait l'épaisseur rétinienne qui se stabilisait, voire qui augmentait. Donc c'était des patients qui avaient une exsudation qui réapparaissait à partir de la 2e semaine. C'est pour ça que il a été proposé, avec le bevacizumab, de traiter des patients toutes les 2 semaines. Et malgré cette diminution d'intervalle d'injection, on n'avait pas d'amélioration de l'acuité visuelle, et seulement chez un quart des patients, on avait un intérêt anatomique avec une diminution de l'épaisseur rétinienne. Donc finalement, peut-être les doses et les intervalles, ce n'est pas forcément là-dessus qu'il faut jouer. Pourquoi pas switcher?
passer d'une molécule à l'autre. Je vous rappelle l'étude SAVE que je vous ai montrée avec le ranibizumab où on augmentait les doses. Ces patients-là n'avaient pas finalement d'intérêt particulier. Ces mêmes patients-là ont été switchés vers de l'aflibercept, c'est l'étude TURF. Et ça a permis de mettre en évidence sur 6 mois une diminution du profil de l'exsudation anatomique. Toujours pas d'amélioration fonctionnelle, avec une acuité visuelle qui reste stable. Et en termes de fréquence d'injection, finalement, on ne gagnait pas grand-chose parce que c'était des patients qui étaient injectés toutes les 4 semaines. Et là, on trouve également une injection sur 6 mois, 5,6 injections sur 6 mois. Donc finalement, peut-être que le switch n'est pas forcément la bonne idée également. La bithérapie, alors c'est comme on vous l'a présenté, hein, Isabelle Aknin vous l'a très bien présenté, l'inflammation est présente dans toutes les pathologies rétiniennes et dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Pourquoi pas proposer une bithérapie anti-VEGF corticoïde? Cela a été analysé. Les corticoïdes permettent, en fait, c'est le groupe 1, la courbe noire, où les patients ont eu au moment de l'injection une amélioration du profil anatomique. En termes d'acuité visuelle, toujours pas grand-chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu diviser par 2 le nombre d'injections intravitréennes chez ces patients qui étaient injectés très régulièrement avant l'association corticoïde anti-VEGF, en multipliant par 3 leur intervalle entre chaque injection. Donc là, on a un petit levier qui pourrait être intéressant chez ces patients qui sont dits réfractaires. Et enfin, et ça va vous être présenté dans la communication d'Asiba Oubraham tout à l'heure, c'est les nouvelles molécules. Ces nouvelles molécules, on sait notamment avec le brolucizumab, elles sont efficaces anatomiquement. Cette étude Merlin, c'est une étude qu'on ne pourrait plus faire actuellement parce que c'était une étude qui proposait le brolucizumab toutes les 4 semaines. Et on sait que le brolucizumab, ça va vous être, je pense, rapporté tout à l'heure, est plutôt entraîne des inflammations. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans cette étude quasiment 10% d'inflammation. Néanmoins, on confirme avec cette étude l'intérêt anatomique, où vous avez ici en bleu le brolucizumab, comparé à l'aflibercept en gris, on voit systématiquement que le brolucizumab permet d'assécher de manière plus durable et plus complète la rétine. Néanmoins, en termes d'acuité visuelle, on reste toujours très relatif avec une acuité visuelle qui n'augmente pas beaucoup. Donc ça, c'est plutôt des études randomisées. En vraie vie, qu'est-ce qui se passe avec les nouvelles molécules qui arrivent? Ça a été rapporté dans cette étude SHIFT chez des patients qui sont injectés très régulièrement en anti-VEGF, on va dire traditionnel. Et dès qu'on les passe sous une injection de brolucizumab, pof, le liquide sous-rétinien qui était présent disparaît, et ce de manière durable. Avec toujours les inflammations de l'ordre de 4%, mais là on retrouve un pourcentage d'inflammation qui a déjà été décrit dans les autres études, en diminuant le nombre d'injections intravitréennes chez ces patients, pas forcément en améliorant l'acuité visuelle. Finalement, comme on peut le voir ici, donc une acuité visuelle qui reste stable entre le changement au passage du brolucizumab et une amélioration de l'anatomie. Finalement, la seule étude qui a permis de montrer une amélioration de l'acuité visuelle chez les patients qui ont été switchés vers le brolucizumab dans la vraie vie, c'est une étude lyonnaise qui a été réalisée par Thibaut Matisse et Laurent Kondjikian sur la Croix-Rousse. Ils ont permis de montrer qu'il y avait une amélioration significative, cette fois-ci de l'acuité visuelle, avec plus 10%. Mais à relativiser sur des patients qui en fait avaient une acuité visuelle qui était très basse initialement. Et on sait très bien que les patients qui sont très bas ont plus de récupération en termes de nombre d'acuité visuelle. Et ce qui était intéressant, c'était des patients qui étaient très régulièrement injectés. Et à nouveau, dans 30% des cas, chez un patient sur 3, on avait la possibilité d'étendre, chez ces patients qui étaient switchés, d'étendre leur intervalle. Concernant le faricimab, il n'y a pas de données sur les patients récalcitrants dans le terme du switch, donc je ne pourrais pas vous dire si cet anticorps bispécifique qui vous a été présenté avec anti-VEGF plus anti-angiopoïétine pourrait être intéressant chez ces patients, bien qu'on pense que ça pourrait avoir un effet anatomique très intéressant. Donc en conclusion, on sait qu'il y a des patients qui sont réfractaires, tout dépend de la définition que vous allez donner au mot réfractaire, mais ça peut aller entre 30 et 50% des patients. Il y a certains signes qu'il ne faut pas traiter, donc il ne faut pas les considérer comme réfractaires. Tout ce qu'on peut proposer actuellement est intéressant anatomiquement et peut-être intéressant également en termes de fréquence d'injection, donc d'amélioration probablement de la qualité de vie de nos patients. Mais fonctionnellement, on se pose encore des questions. Il n'y a pas forcément, sauf si on part de très bas, si on part de très bas, on pourrait avoir une amélioration de l'acuité visuelle. Est-ce que les nouvelles molécules pourraient être intéressantes? Probablement. Et enfin,
finalement, une DMLA réfractaire, les DMLA réfractaires sont vraiment des patients qui sont graves et qui ont une acuité visuelle. On aura peut-être beau faire ce que l'on veut, on ne leur améliorera pas forcément leur acuité visuelle, on pourra juste se battre pour essayer d'avoir le moins de répercussions fonctionnelles sur leur qualité de vie. Voilà, je vous remercie de votre attention.